Bonjour Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ma femme, son corps est à moi, hein. Le corps de ma femme, il est à moi, c'est ce qu'il dit. Notamment. Ouais, notamment. Mais c'est très intéressant de voir ce personnage très insécure, je trouve. Je le trouve très... il affirme avec autorité ce qu'il veut que sa femme fasse. Femme dont le corps lui appartient, dont la pensée lui appartient. C'est un produit relativement banal, malheureusement, du salafisme frériste. En quoi? Il devrait, ce monsieur, être rappelé à l'ordre, hein, être rappelé à la loi, puisque non, on n'a pas le droit de revendiquer l'appartenance d'un corps qui n'est pas le sien. Donc, ça peut paraître relativement anecdotique, un peu étonnant, et pourtant, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, peut-être pas de façon aussi explicite chez les frérots, comme on dit. Et ce fréro-salafisme qui s'est étendu, on peut dire, au cours ça a pris 30 ans, peut-être 40, est marqué par une très grande... D'abord par la division sexuelle de l'espace, du travail, de l'activité en général. Et c'est là qu'on voit effectivement la patte du salafisme. On voit, disons, le caractère frériste par le fait de le revendiquer dans l'espace public en Europe. Alors que ce monsieur pourrait très bien faire les mêmes revendications, mais dans un pays musulman où ce serait la loi. ADLD nous dit: chaque religion a ses interdits. L'important, c'est que les lois de la République sont au-dessus des lois religieuses en France. C'est un éternel débat. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Mais ce qui est, je trouve intéressant dans la suite de cette vidéo, c'est qu'une fois qu'elle a été diffusée, qu'elle a été vue un certain nombre non pas un certain nombre de fois, c'est un certain nombre de millions de fois. On est en train justement de vérifier le nombre de vues à l'heure où on se parle. Ces vidéos ont été supprimées. Alors on en a retrouvé certaines. En revanche, il fait des numéros des vidéos de défense, et c'est là où j'aimerais bien avoir vos commentaires. Je voudrais voir d'abord la première, et surtout avec la mise en cause qu'il fait. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces vidéos, voilà, on va la voir. Première vidéo de défense, il dit: avoir été la cible numéro 1 de tous les chrétiens parce que j'ai un avis différent du leur, mais savoir que je finirai gagnant. Qu'est-ce que ça, là aussi, vous inspire? L'assurance, hein, les frérots, comme on dit, ont beaucoup d'assurance. Ils sont persuadés que leur théorie, leur théorie de l'action va s'imposer, c'est-à-dire... Ça, c'est pour la partie « je finirai gagnant ». Voilà, ça c'est pour la partie « je finirai gagnant ». Il divise bien sûr le monde entre chrétiens et musulmans. Oui, les laïcs ne font pas partie du casting. Non, c'est vrai, parce qu'ils considèrent qu'on est dans un monde chrétien, de tradition chrétienne, donc tous les laïcs sont chrétiens, ou alors les laïcs, je dirais, sont des athées, mais là, ils ne comptent même pas. Ce qui est important, c'est que l'islam gagne sur la tradition chrétienne. Après, il y a une autre vidéo peut-être qu'on va regarder, justement, parce que là, cette fois-ci, d'ailleurs on l'entend s'exprimer, je voudrais qu'on l'écoute, c'est concernant les politiques. Voilà. Après, on va attendre pour enchaîner sur la politique, mais justement, j'aimerais bien avoir votre commentaire sur le contenu, le contenant. Oui, il y a une assurance, tout simplement parce que c'est vraiment le système d'action des frères. C'est quoi? Il faut vraiment bien comprendre ce qu'est ce salafisme frériste, qui est d'accompagner l'ensemble des musulmans, quelles que soient leurs compétences, leurs dispositions, vers la société islamique. Donc il y a chez les jeunes musulmans aujourd'hui, et notamment ces musulmans réislamisés, la conviction que l'islam gagnera. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que je trouve frappant, c'est de se poser quand même quelque part en victime. Alors ça, c'est une stratégie de communication des frères dès le départ, hein. C'est l'idée de l'islamophobie. C'est une façon aussi d'exciter les foules, de remonter le moral des troupes. Alors, question, est-ce que justement cette posture victimaire s'adresse aux mêmes cibles que la posture victorieuse? Oui, je crois que c'est une façon
d'engager les siens contre la majorité, mais une majorité qu'on finira par vaincre parce que nous sommes les plus forts. On est un peu, enfin c'est un footballeur, je crois. Voilà, on est dans un coaching très actif des troupes. Bon, voilà, ça ne représente pas le frérisme dans son ensemble, c'est juste une des modalités, c'est celle de ces gens qui ont des dispositions qui sont les leurs, c'est-à-dire des joueurs de foot, des gens qui ne sont pas de grands intellectuels, mais qui contribuent à leur manière à amener l'ensemble des musulmans vers la société islamique. Alors, on va écouter une troisième vidéo qui a été faite, et cette fois-ci qui met en cause les politiques, et là aussi, analyse et commentaires. Les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, depuis la vidéo que j'ai faite par rapport à ma future femme et aux interdictions que je lui poserai, on a des personnes du bord politique qui ont commencé à réagir là-dessus, dont Vincent Lottard. Donc voilà, l'article est là, je vous laisse le lire. Déjà, je vais rebondir sur un truc. Le footballeur musulman français influenceur sur TikTok, Adel. Déjà, pourquoi le mot musulman? Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sert strictement à rien. Mais moi, je sais très bien pourquoi tu l'as mis. Et les gens qui vont voir cette vidéo, on le sait tous très très bien. Mais on va rien dire. Encore là aussi avec Madame Aïe, propos misogynes de ce jeune homme digne d'un temps que les moins de 60. Si vous croisez la route de ce jeune homme, fuyez, visiblement, il a peur de nous. Bon, ça va être clair et concis. Je vais vous expliquer quelque chose. Les propos que j'ai tenus, ils peuvent être tenus et pensés par plein de non-musulmans. Plein. Et beaucoup plus que vous ne le pensez. Et forcément, parce que je suis musulman, ça fait plus de clics et ça vous sert à vous. Et on sait très bien pourquoi. Et dans mes croyances, donc musulmanes, ma femme, je vais la préserver. Voilà pourquoi je vais l'empêcher de mettre des habits courts. Voilà pourquoi je vais l'empêcher d'avoir des amis garçons, etc. Non, il n'y a rien de misogyne. Je vais vous apprendre ce que c'est la définition de misogyne. C'est le mépris envers les femmes. J'ai aucun mépris envers les femmes. Aucun. Par contre, vous, visiblement, vous avez un mépris envers les musulmans. Analyse, commentaire. Voilà, l'idée, c'est effectivement d'arriver à cette conclusion. Je provoque, je suscite un certain nombre de vues, alors des millions, mais ça ne veut pas dire que des gens qui adhèrent à ça, c'est aussi la curiosité, ça s'appelle un buzz. Je fais le buzz, j'introduis dans l'espace public un certain nombre d'idées, de mots, qui peu à peu vont, disons, essaimer dans la société. On va parler et on va débattre là-dessus et on va se retrouver effectivement avec des gens qui disent « bah oui, ma femme est à moi, ma femme je la couvre et puis c'est comme ça », puis d'autres qui diront « bah non », et on clive de cette manière la société sur un débat qu'on ne devrait même pas avoir. On a commémoré les 9 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Est-ce qu'au moins, selon vous, on a retenu une leçon de ces attentats? C'est difficile parce qu'on voit bien aujourd'hui que malgré la durée, ça fait quand même 9 ans, aujourd'hui encore, on voit que la liberté d'expression recule. À quel signe on observe ce recul? De plus en plus de chercheurs, de journalistes, de personnalités menacées de mort pour ce qu'elles disent. On voit aussi l'autocensure se multiplier, des gens qui vous expliquent que finalement on ne va pas aller vers la provocation, c'est-à-dire que parler deviendrait une provocation. Je crois qu'il y a une décision de justice concernant Charlie Hebdo récemment qui disait voilà, il ne faut pas parler, en tout cas on peut être pénalisé parce qu'on considère qu'une mosquée est proche des frères musulmans, donc perdre son procès pour ces raisons-là. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit plus et même de nommer la réalité devient quelque chose de problématique. Est-ce que l'islamisme, et surtout je me pose la question quand justement j'ai vu cette vidéo, n'est pas en train de marquer des points sur un terrain qui est moins violent, plus soft, le terrain où se battait Charlie Hebdo, c'est-à-dire le terrain culturel? Moi, je l'explique depuis toujours. Pour moi, le frérisme, c'est d'abord un mouvement intelligent, c'est un mouvement d'entrisme, d'infiltration, d'influence, qui a des objectifs très clairs, qui est celui du califat, de la société islamique. C'est un système d'action avec des domaines d'action. Et parmi ces domaines d'action, il y a l'éducation, la culture, le sport, le djihad. Tout ça a été pensé, tout ça a été dit et publié. Et c'est une théorie de l'action humaine. C'est-à-dire que toutes les actions des musulmans doivent être tournées vers l'objectif de plaire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à comprendre parce que c'est une théocratie. Et nous avons perdu depuis très longtemps l'idée de ce que c'est qu'une théocratie. Donc, on ne les croit pas.
quand ils disent ça, quand ils disent des choses qui nous paraissent provocantes, eh bien, on ne les croit pas. Et à mon avis, on se laisse nous-mêmes... on perd la bataille là-dessus. Elle n'est pas que culturelle, elle se fait sur tous les fronts, elle se fait aussi au niveau économique. Alors justement, Florence Bergeaud-Leclerc, je vais mettre les pieds dans le plat. On oppose souvent la laïcité justement par rapport à cette offensive théocratique. Mais s'il y a une offensive théocratique, c'est qu'il y a des gens qui croient à une vie au-delà de la mort. Il y a un contre-récit, effectivement, il le dit, ce joueur de foot. C'est le contre-récit, par exemple, l'héritage chrétien, l'héritage juif, qui ont une eschatologie également. La laïcité, en France, a passé un siècle à évacuer ces références. Donc il n'y a plus rien pour faire face à cette offensive, eschatologique. Il y a d'autres religions qui croient, ou même des spiritualités, qui croient à une vie après la mort. Donc ça n'est pas le sujet. Ce que je disais, c'est quand je parle de théorie de l'action humaine, ça veut dire que tout ce que vous faites, vous mangez, vous travaillez, vous vous mariez, etc., doit être en lien avec une visée qui n'est pas celle seulement du paradis à titre individuel, mais du califat collectif. Donc c'est à la fois ce que les musulmans vont faire advenir dans le temps, qui finira donc par un califat, ça sera la fin de l'histoire, et en plus, côté un peu le marxisme à la sauce spirituelle. Voilà, mais avec une dimension donc individuelle qui est donc de rassembler le plus de hasanat possible, ces espèces de bons points ou d'indulgences, qui vont permettre de faire peser la balance dans le bon sens. Quelques questions courtes et des réponses rapides, s'il vous plaît. Est-ce que la France reste la bête noire des islamistes et de l'islam politique ? Non, il n'y a pas que la France. La France, elle l'est, mais pas plus que les autres pays en réalité. L'Angleterre est aussi visée, mais ce ne sont pas forcément les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus visé par des méthodes violentes, mais il y a des méthodes d'éducation de la culture, les hijabeuses, etc. Tout ce qui crée en fait cette espèce d'écosystème frériste qui peut se développer, par exemple, au Royaume-Uni sans nécessairement qu'il y ait violence, ou en Belgique ou ailleurs. Est-ce que d'ailleurs Bruxelles est devenue l'épicentre des frères musulmans ? On a parlé de Londres pendant un temps, aujourd'hui on parle de... Moi je dirais pas épicentre, mais en tout cas les frères musulmans fonctionnent très bien là-bas parce qu'ils n'ont pas besoin pour s'imposer d'être violents. Que vous inspire d'ailleurs la campagne et les vidéos du porte-parole espagnol de la diplomatie européenne autour et en faveur de l'islam. Il avait fait des mini-séries autour du Ramadan. Oui, alors ça c'est problématique. Je crois qu'il a sorti ses propos donc à l'ICESCO, l'ICESCO qui est un peu l'UNESCO de l'organisation de la coopération islamique et donc des pays musulmans. Et l'ICESCO, à qui nous devrions demander des comptes pour avoir produit un document absolument incroyable de désintégration de l'islam partout dans le monde, des musulmans partout dans le monde, de façon à ce qu'ils ne s'assimilent pas aux sociétés européennes. Ce document, c'est la stratégie culturelle, je crois que c'était en 2000 ou 2002, qui est vraiment qui est un projet des frères musulmans. Quand on le lit, c'est exactement ce qu'on y trouve. Et que fait un fonctionnaire européen dans ce cadre-là, je ne comprends pas. Est-ce que, ce sera ma dernière question, Florence Bergeaud-Leclerc, puisqu'on est au début de l'année, est-ce que la place de l'islamisme et l'action de l'islamisme devrait être un thème de campagne des élections européennes ? Moi, je le crois. Je crois qu'il faut ouvrir le débat, il faut comprendre ce que c'est, il faut le faire avec sang-froid, avec intelligence, parce que toute la société... C'est possible, ça ? Parce que dans toute la société, on en parle. Moi, je le vois, évidemment, je suis aux premières loges pour le voir, mais il faut maintenant qu'on en parle sérieusement. À partir du moment où, effectivement, on pose un cadre du débat qui soit vraiment informatif. Et quand vous dites que vous êtes aux premières loges, on peut le confirmer, parce que vous ne vous déplacez pas sans protection. Et c'est ce que vous ont valu vos écrits et votre enquête, le frérisme, ses réseaux, l'enquête, et bien évidemment, notamment pour cette raison, mais surtout pour avoir lu le livre, on recommande bien évidemment votre ouvrage, votre courageux ouvrage et votre courageuse enquête. C'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à vous. Florence Bergeaud-Leclerc.